Et poursuivons avec notre invitée Aurélie Daher, politologue, historienne, chercheuse à Paris-Dauphine et enseignante à Sciences Po Paris. Ce scrutin, le fait même qu'il se tienne, est-ce qu'il faut voir la preuve que les partis traditionnels sont quasi certains de se maintenir au pouvoir? Alors effectivement, comme il a été mentionné là, dans la petite séquence donc, qui précède notre discussion, effectivement, la loi électorale, il ne faudrait pas l'oublier, elle a été quand même pensée et votée par les partis qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et les leaders communautaires qui sont à la tête de ces partis sont tous sauf nés de la dernière pluie, sont des personnes qui font de la politique depuis 30, 40, 50 ans même pour certains. Et il est évident que s'il n'était pas quasiment sûr que la loi électorale n'allait pas jouer en leur faveur, en tout cas assurer un maintien de leur mainmise sur la majorité du processus de décision et notamment au Parlement, il n'aurait jamais voté. Donc ça, effectivement, il y a un premier problème. Mais j'ai envie de dire, là, normalement, on aurait aimé aujourd'hui pouvoir célébrer au Liban une journée historique dans l'histoire du Liban, c'est-à-dire que c'était supposé justement être le moment où on allait enfin concrétiser de manière institutionnelle le changement qui avait été revendiqué, défendu, promu en 2019 par des centaines de milliers de contestataires. Et puis, finalement, a priori, selon toute vraisemblance, on va avoir un grand pchit ce soir, au moment où on aura fini. Donc vous ne croyez pas du tout au renouvellement de la classe politique? Non, pas du tout. Même si, alors on va avoir un Parlement un peu différent d'habitude. On va avoir, grosso modo, j'ai envie de dire, 3 catégories de parlementaires. On va avoir, alors primo, les vieux de la vieille, les vieux dinosaures vont être de retour, même visage, même nom, même parti. On va avoir ce que j'appelle les nouveaux hommes de paille, c'est-à-dire qu'il y a certains partis qui vont jouer le jeu de je vous ai compris, donc j'ai mis des nouveaux visages, des personnes qui ne traînent pas de casserole, mais qui au final restent pilotées par derrière par les partis traditionnels. Et puis une minorité, effectivement, de primo-entrants, donc qui sont portés par les listes contestataires. Comme vous l'avez indiqué ce matin, donc la contestation parlait ce matin d'un maximum espéré de 11 à 12 sièges sur un total de 128. Ça veut dire qu'ils visent pas plus de 10% du Parlement, donc autant dire que eux-mêmes ne croient pas finalement en une véritable percée qui permettrait vraiment de faire basculer les choses au Parlement. En même temps, il ne faut pas oublier que le Parlement au Liban fonctionne d'une manière un peu particulière et que paradoxalement, ce n'est pas au Parlement que se situent les vrais débats et les vraies prises de décision. En général, le Parlement sert plus à avaliser des choses. Alors, ces primo-entrants... Et ça se passe où, alors, si ce n'est pas au Parlement? Alors, ça se passe dans des chambres, on va dire, calfotées, ou en tout cas dans des espaces parallèles. Ça se passe entre les leaders communautaires, où on négocie finalement autour d'un sujet particulier qui aura telle part du gâteau. Et puis après, on demande aux parlementaires d'avaliser. Vous évoquez la révolution de 2019, oui, avec cette envie justement de changement. Que reste-t-il aujourd'hui de cette flamme? Est-ce que les Libanais n'y croient plus ou n'ont tout simplement plus le temps d'y passer du temps parce qu'ils ont tellement leur quotidien à gérer? Alors c'est compliqué parce que d'abord tous les Libanais ne se positionnent pas de la même manière face à ce qui s'est passé en 2019. Même en 2019, il ne faudrait pas voir ce qui s'est passé en 2019 comme quelque chose qui a été porté par un bloc monolithique et qui a porté la chose depuis octobre 2019 à grosso modo on va dire début 2020. Il y a eu aussi des mutations au sein de ce système de contestation. Il y a des personnes qui ont contesté au début et puis 15 jours après ils étaient partis, qui ont été remplacés par d'autres. Il y a aussi des phénomènes pervers de récupération, c'est-à-dire qu'on a des vieux partis qui n'étaient pas partie prenante dans le processus de décision et qui ont essayé de récupérer le mouvement pour se créer une nouvelle virginité. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec des listes contestataires qui, par exemple, sont en rivalité sérieuse, même sur le plan idéologique entre elles, c'est-à-dire qu'elles sont d'accord sur le fait que, par exemple, elles vont être anti-Hezbollah ou elles vont être anti-corruption, etc. Mais après, pour le reste, le débat n'est pas forcément très avancé quant à d'abord savoir pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation socio-économique extrêmement compliquée. On a très peu de personnes, même parmi les contestataires, qui sont capables d'expliquer comment on en est arrivé là. Et surtout, quels sont les mécanismes qu'on va mettre en place pour en sortir? Très brièvement, il y a eu aussi cette explosion du port de Beyrouth en août 2020. Il y a eu cette alliance entre le mouvement Amal et le Hezbollah contre le juge Bitar. On en est où dans cette enquête? Et est-ce que ça aussi, ça change la donne d'aujourd'hui de ces élections? Alors, c'est toujours en cours. Et au final, j'ai envie de dire, l'opposition du Hezbollah et de Amal au juge Bitar, ça s'inscrit dans quelque chose de plus large et qui a commencé avant 2019 et qui va dépasser, bien évidemment, 2022. Et c'est un élément parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on a toujours eu
grosse fracturation, on va dire une grosse fracture au niveau des partis politiques libanais, entre des gens, par exemple, qu'on a appelés pendant la guerre les conservateurs, qui voulaient ne pas toucher au système, et puis les progressistes. En 2005, on a eu donc 14 mars, 8 mars, ça a un peu changé la donne, mais finalement, on a encore les relents de ça, mais on le sent même au niveau de la contestation. C'est-à-dire que la contestation, finalement, reste très proche des mouvements et même de l'aile dure du 14 mars, et ce qui, évidemment, permet aux anti-contestataires, finalement, de se dire on est très bien derrière le Hezbollah et Hamal. D'un mot, c'est oui ou c'est non? L'enquête avance sur l'explosion du port? L'enquête est en cours, mais malheureusement, j'ai envie de dire, de toute façon, là encore, quel que soit le résultat de l'enquête, ce sera comme le tribunal pénal pour les assassins de Hariri. Ça ne changera rien en matière de positionnement politique sur le terrain. Les pro-Hezbollah resteront pro-Hezbollah, les anti-Hezbollah resteront anti-Hezbollah. Merci beaucoup, Aurélie Daher. Il y a plein de choses à dire sur le Liban. Merci à vous pour votre analyse.